bonjour à tous. On va pouvoir commencer donc cet événement autour d'un témoignage de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. L'idée ici, c'est de vous présenter la jeunesse de ce projet, comment il a été déployé, et aussi vous montrer à travers une petite démonstration comment de manière pratique notre solution est utilisée au sein de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Les intervenants, tout d'abord, Christophe Rivard, qui est ici présent, je te laisse se présenter. Bonjour, donc Christophe Rivard, chef de projet informatique et responsable de la conduite du changement et du déploiement de la GenG Cavis. Alexandre Bollet, chef de projet Neoledge. Je travaille quotidiennement, régulièrement avec Christophe sur la mise en place des listes, le déploiement, le conseil et plein d'autres choses. Et moi je suis Coro Sibi, je suis ingénieur commercial au sein de Neoledge. Alors petite présentation des éléments que nous allons vous présenter. On va tout d'abord vous présenter notre société ainsi que l'ARS Nouvelle-Aquitaine. On reviendra sur les enjeux qui ont entraîné la mise en place de ce projet, pourquoi nous avons eu la chance d'être choisis, et derrière on va aborder plutôt la phase projet, comment le projet a été déployé au sein de l'ARS Nouvelle-Aquitaine et comment par la suite notre solution a pu être, utilisée par les utilisateurs. Je reviens rapidement sur Neoledge. Nous sommes un éditeur de logiciels français exerçant dans le domaine de la gestion électronique de documents et de courriers et de la dématérialisation de processus depuis aujourd'hui une quinzaine d'années. On est présent à l'international avec un écosystème technologique assez important, notamment au niveau de l'hébergement avec différentes solutions. Aujourd'hui, on accompagne énormément de structures publiques, privées, dans justement la transformation numérique. Aujourd'hui, Neoledge, c'est 10 millions de chiffres d'affaires, à peu près 115 collaborateurs, et surtout un chiffre important à retenir, c'est à peu près 250 000 utilisateurs quotidiens de notre solution à travers nos 300 clients. Donc ici, vous avez quelques références qui aujourd'hui ont le bonheur de nous faire confiance. Donc on a notamment 50% des plus grandes villes de France aujourd'hui qui utilisent notre solution, 54% des régions en France, 20% des départements, et on a également des clients privés, notamment dans la banque et l'assurance, qui aujourd'hui utilisent notre solution. La question que vous allez pouvoir me poser, c'est mais en fait, qu'est-ce qu'Elise? Et donc je vais revenir sur ce point important. Elise, c'est une solution qui va pouvoir, à travers un seul et même outil, vous permettre d'utiliser plusieurs types d'applications. Donc tout d'abord, un outil de capture. Donc aujourd'hui, vous avez des flux entrants, notamment, qui peuvent arriver soit par courrier, soit par email, soit directement à partir d'applications. Notre solution, elle a cette capacité à pouvoir capter des flux de manière omnicanale. Et derrière, de les réunir à travers un seul même outil qui sera une GED, donc une solution de gestion électronique de documents qui sera transverse. On a également évidemment notre marqueur historique qui est la gestion électronique de courrier qui sera adossé toujours à cette même solution. Le BPM, aujourd'hui vous avez des documents, peu importe la manière dont ils vont arriver au sein de votre organisation, que ce soit papier ou mail, vous allez devoir derrière appliquer des processus de traitement à ces documents. Une facture, elle est traitée d'une telle manière. Un courrier de réclamation, il va être traité d'une telle manière. Et donc, le BPM va nous permettre de dupliquer les processus de traitement de notre solution pour vous permettre un gain de temps et un gain de productivité non négligeable. Et évidemment, derrière, de standardiser la manière dont vous allez pouvoir répondre à ces documents, que ce soit un document interne ou un document entrant classique type courrier. On a intégré également un parapheur électronique à notre solution. Donc ce parapheur électronique s'appelle EliseFlow et va pouvoir vous permettre de signer un document soit via une griffe de signature, soit tout simplement via une signature électronique avec un certificat. Donc toujours, si je reprends le schéma, vous avez des flux, votre document toujours dans la même solution, vous allez pouvoir appliquer des processus de traitement et enfin pouvoir le signer. Cette signature interne via notre parapheur EliseFlow
externe également. Si vous avez besoin d'envoyer un document pour le faire signer, je prends l'exemple classique d'un bail que vous devez faire signer au futur locataire, vous pouvoir l'envoyer via Elise et le document sera signé via donc YouSign, ici qui est notre partenaire dans ce cas-là. Et enfin, donc l'élément le plus important d'une JED, c'est la capacité à pouvoir rechercher, identifier, classer de manière dynamique des documents. Et ça, évidemment, c'est un point qui est, on va dire, natif dans notre solution. Cette année, ça a été aussi une grosse évolution de la part de Knowledge, puisque comme beaucoup de sociétés, on prend le pas d'intégrer de l'intelligence artificielle à nos solutions. Donc le petit logo que vous voyez en bas à Elise, c'est pas qu'un simple jeu de mots, c'est tout simplement le fait d'intégrer de plus en plus d'intelligence artificielle dans nos outils. Et ça va se matérialiser notamment par faire en sorte que les tâches qui soient chronophages et sans valeur ajoutée autour des documents puissent être faites et réalisées par justement de l'intelligence artificielle. Je vais prendre un exemple très très simple qui va être le tri de courrier. Aujourd'hui, vous avez sûrement des services courriers qui vont être amenés à trier vos documents. Aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir auto-distribuer 97% des documents qui vont arriver chez vous. Et l'idée, c'est de se dire demain, pouvoir même, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais c'est vers là ce qu'on tend, c'est pouvoir produire même des réponses qui soient plus qu'à valider, qui soient automatisées d'une certaine manière par l'intelligence artificielle. Donc voici une liste donc de services qui sont proposés dans nos offres. Donc vous avez notamment la partie extraction de données que nous allons pouvoir réaliser via Form Recognizer. À Elise, le premier que je vous parlais, donc la partie intelligence artificielle. Le chatbot, c'est si demain vous avez des utilisateurs qui ont besoin de comprendre, de savoir comment réaliser une action depuis notre outil. On a également intégré de l'intelligence artificielle dans cet outil. Vous n'allez pas rechercher dans un guide utilisateur, vous allez poser votre question à notre intelligence artificielle et vous allez avoir une réponse immédiate qui permet à vos utilisateurs de ne pas être perdus quand ils vont utiliser notre outil. Ensuite, on a des outils d'import, d'export de données qui permettent d'alimenter Elise à travers d'autres solutions. Si vous avez des applications métiers, si vous avez des données de type référentiel, on va pouvoir aller interroger ces référentiels pour derrière reprendre ces données dans Elise. Et évidemment, si, comme beaucoup, vous utilisez des outils statistiques, on va pouvoir également les réutiliser via des BI internes ou externes. Je vous ai parlé de l'aspect évidemment technologique. On n'oublie pas bien évidemment vos utilisateurs, puisque l'idée aussi c'est de vous proposer une expérience utilisateur qui soit forte, qui soit engageante et surtout qui permette à vos utilisateurs de se connecter le plus régulièrement possible pour réaliser leurs différentes actions. Donc ça va être un outil qui est, on va dire, assez sexy et assez simple d'utilisation pour vos utilisateurs. Et ensuite, derrière, tout ce dont on parlait à travers le BPM, on y intègre aussi des workflows automatiques basés notamment sur des organigrammes. Vous n'allez pas avoir besoin de créer des processus dits nominatifs. Et tout ça, c'est fait par un administrateur chez vous qui, grâce à du low-code, va pouvoir assez facilement créer des nouveaux processus à travers notre outil. Et donc derrière, des outils de statistiques qui sont utilisables et également de la traçabilité à travers l'historique, notamment des documents. Vous allez savoir à chaque fois qui a fait quoi sur tel document et à quel moment, je dirais, il y a eu une modification sur une pièce. Donc vous avez de la sécurité et de la traçabilité en plus de tout ce que je viens de vous présenter. Donc Elise aujourd'hui, c'est une solution qui est exclusivement commercialisée en SaaS. Et le SaaS pour nous, c'est pas uniquement un mode d'hébergement. Donc c'est une offre de service global qui va intégrer donc différents services. Donc évidemment l'hébergement, ça va être des montées de version. Donc on vous propose au moins 2 montées de version par an. Un niveau d'engagement de service qui est fort, à savoir un taux de disponibilité de 99,9%, un RPO de 2 heures et un RTO de 18 heures. À l'ère où on voit beaucoup de clients publics être la cible de cyberattaques, c'est un élément qui est quand même extrêmement important.
Et donc cette sécurité, elle est apportée autant par un cloud, on va dire classique de type Azure, mais on propose également des offres Secnum Cloud, d'avoir Google Cloud souverain, qui vous permettent aussi de correspondre à la législation qui s'impose aujourd'hui aux grandes administrations publiques. Et donc je vais passer la main à Christophe, qui va pouvoir présenter l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc un petit rappel sur ce que sont les agences régionales de santé. Elles ont été créées par une loi de 2009, mise en place en 2010. Pour ceux qui ont connu, c'était la fusion des DRAS, agences régionales de l'hospitalisation, donc beaucoup d'administrations et de services différents. Les compétences, les champs de compétences de l'ARS portent sur des domaines variés. La prévention, promotion de la santé est un axe fort, la veille et sécurité sanitaire aussi. La santé environnementale, tout ça, ce sont des axes sur le champ, mais aussi sur la partie offre de soins, et entre autres sur des questions de financement normaux ou exceptionnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, ainsi que sur l'hospitalisation, enfin sur les soins de ville. Elle est donc un interlocuteur privilégié des professionnels de santé, des établissements à la fois sanitaires et médico-sociaux, mais aussi du coup d'autres acteurs de la santé publique comme les collectivités locales et les associations qui œuvrent dans différents domaines, dont la prévention et promotion de la santé. Concernant la mise en place d'ELISE au sein de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, on partait de zéro, c'est-à-dire que précédemment à la démarche, aucun outil de gestion électronique de documents et gestion électronique de courrier n'avait jamais été utilisé au sein de cette administration. Il faut savoir que l'ARS est une administration multi-siège, enfin multi-site, avec un siège à Bordeaux et 12 sites, dont 2 en Pyrénées-Atlantiques. Donc la problématique du travail transversal entre des agents qui sont sur des sites différents était une problématique importante. Le projet s'inscrivait d'autre part dans le cadre de la démarche de transformation numérique de l'État et on avait besoin à la fois de répondre aux besoins de GED, de GEC et de gestion des flux. Donc ce qu'on a vu précédemment sur la présentation d'Élise fait qu'ils étaient en capacité de répondre au marché qu'on était en train de monter. Le processus de sélection, pour nous, s'est fait à travers un accord cadre, c'est-à-dire pour monter un marché avec un acheteur public. Nous étions à l'époque donc 4 ARS à avoir participé à cet accord cadre. Sur les 6 répondants, 4 ont été retenus pour être auditionnés, donc c'était à l'époque en novembre 2018. Et nous avons fait le choix dès janvier, donc un mois et demi après, de retenir Neoledge pour cet accord cadre. À la fois pour l'ergonomie, Élise venait de passer dans une version qu'on appelle la V6, dont l'ergonomie avait fortement évolué par rapport à ceux qu'il avait connus précédemment. On obtenait la réponse à la majorité des points qu'on avait mis dans le cahier des charges de l'accord cadre, donc GEC, GED, le BPM, le parapheur électronique, tout ça était présent en natif dans la tarification. Bien évidemment, étant des établissements publics, l'aspect tarifaire par rapport aux autres répondants a joué. On ne dit pas que parmi les autres, ils ne pouvaient pas prétendre à répondre à tous les besoins, mais quand les tarifs sont x4, nous on ne savait pas faire. Donc il fallait aussi que la solution soit commercialement compétitive. Enfin, l'ARS Nouvelle-Aquitaine, à l'époque, Élise était proposée sous 2 modes. Nous, on a fait le choix du cloud d'emblée pour des questions de financement. On avait essentiellement des crédits de fonctionnement et pour des questions d'effectifs. On n'est plus nécessairement en mesure, aujourd'hui, dans les différentes ARS, d'avoir des équipes qui ont les compétences pour gérer tous ces hébergements-là. C'est du personnel qui se fait rare, qui coûte cher et qui n'a pas nécessairement envie de venir travailler dans nos administrations. Pour la petite histoire, nous avons obtenu, avant même d'avoir contractualisé avec Neoledge, je crois, ou juste après,
une subvention du Fonds de transformation publique, de l'action publique, afin de nous aider, et essentiellement justement pour obtenir de l'accompagnement du changement en plus, c'est-à-dire un ETP plein qui est venu en renfort pour moi et que depuis on a pérennisé. Et on en parlera plus loin, on est donc à 2 ETP pleins à plein temps sur le projet depuis le début. Et aussi du coup prendre de la prestation de formation en accompagnement, en plus de ce qu'on pouvait faire nous en interne. Donc le déploiement, il faut surtout retenir 2 choses pour moi. La première, c'est qu'il faut un sponsor en interne qui soit le plus haut possible dans l'organigramme. Nous, c'était notre directrice générale adjointe à l'époque. Le DG s'intéressait peu à ces questions-là, mais au moins on était au plus haut de l'organigramme de l'ARS pour que la mise en place se fasse. On a passé beaucoup de temps, 6 mois, on a pris ce temps pour faire le dossier de paramétrage. On voulait avoir une solution qui couvre l'ensemble des métiers, l'ensemble des processus, qui donne satisfaction aux 800 agents. Du coup, ces 6 mois, c'est 74 ateliers métiers, c'est 45 grilles de saisie dans lesquelles on a réparti 144 champs personnalisés, parce que les collègues qui font de l'autorisation sanitaire ou médico-sociale n'ont pas du tout les mêmes besoins en termes de référencement d'un document que ceux qui font de la veille et sécurité sanitaire ou qui gèrent l'autonomie. Voilà. Donc les 45 types, il faut voir ça comme 45 grilles de saisie, chacune rendant des services spécifiques à des métiers. Chaque service a dû en plus travailler avec nous pour du coup décliner ses capacités de l'outil, ses possibilités de l'outil, sous forme de tableaux de bord spécifiques à chacun d'entre eux. Et dans les tableaux de bord, donc dans Elise on appelle ça des widgets, on peut mettre différents types de widgets, je vous en montrerai tout à l'heure sur nos tableaux de bord qu'on va vous montrer en démonstration. Pour qu'un widget fonctionne, c'est une requête pour certains d'entre eux, et ces requêtes, elles appellent nos champs personnalisés justement. Donc l'équipe qui assure toute la partie santé environnementale, elle va surtout se baser sur des champs personnalisés qui sont de leur domaine. Après les 6 mois de paramétrage, de réalisation du dossier de paramétrage, il y a eu 3 mois de mise en place de tous ces paramètres, sachant qu'on était en plein premier confinement. Donc on a pu prendre un peu plus de temps que ce qu'on s'était dit au départ. Et Neoledge nous a fourni au fur et à mesure les différentes grilles, les différents champs personnalisés. On a eu du temps pour tester. Je ne suis pas sûr qu'en conditions optimales on aurait pris autant de temps. Mais bon, c'était exceptionnel. Très vite après la mise en place, c'était en fin février, donc octobre 2020 on a déployé en production. Février 2021, on avait mis en place un bureau régional du courrier et on avait rerouté l'ensemble des courriers papier des 13 sites géographiques, des 12 sites hors Bordeaux, vers Bordeaux. Et depuis, ce BRC fonctionne, traite en moyenne 1500 documents papier numérisés, donc toute la distribution du courrier postal se fait via Elise, depuis cette date. L'ensemble des agents dispose d'un compte Elise et actuellement la délégation de signature fait qu'on a donné 114 licences au parapheur électronique qui s'appelle Elise Flow. Pour les formations, il y avait déjà 2 chefs de projet, ce qui peut paraître riche mais qui n'était pas de trop. Et on a fait donc aussi appel à de multiples reprises à de la prestation, encore le mois dernier, des équipes de Neoledge, des équipes de formateurs, pour assurer les formations, on va dire, de premier niveau, c'est-à-dire comment fonctionne Elise. Après, nous on vient derrière avec mon adjoint pour tout ce qui est construction des tableaux de bord spécifiques. On va plus loin dans l'usage réellement du métier. Il faut déjà qu'ils aient compris les b.a.-ba du fonctionnement d'Elise. Donc les clés du succès, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut un sponsor qui impulse l'ensemble des directions. Donc il vaut mieux qu'il soit situé le plus haut possible. Et on a vu dans d'autres projets, et d'autres projets même de JetJack, que ça avait pu être un point faible assez important pour arriver au résultat. Ensuite, il faut, tout décideur devra bien se dire que s'il veut que ça réussisse, il faut y mettre de la ressource. Mais quand je dis ressource, c'est de la ressource humaine.
avoir des agents à temps dédié qui vont accompagner les équipes, qui vont prendre le temps de faire les ateliers avant déploiement et qui prennent le temps ensuite de peaufiner tout ça et de l'administrer, c'est très très important. On en a discuté avec d'autres administrations, même au-delà des ARS, hein, on a pu échanger. Pour nous tous, c'est un facteur déterminant. Donc, je vais vous présenter maintenant des environnements de travail. Il y aura à la fois comment on a personnalisé les tableaux de bord, comment on a mis en place et mis à disposition des modèles de documents, et comment on gère le workflow derrière, c'est-à-dire les processus dans Elise. Mieux comme ça. Donc, Elise se compose toujours d'espaces de travail qu'on retrouve ici. Dans un espace de travail, on a des tableaux de bord qu'on retrouve ici. Tous les tableaux de bord qu'on trouve en premier ici, ce sont des tableaux de bord qui sont déployés par l'administration. L'agent, il a la possibilité aussi de se faire des tableaux de bord personnels s'il a besoin. Ce que je veux vous montrer, c'est en fait que dans les tableaux de bord qu'on déploie, on fait des choix. On fait des choix pour l'ensemble des agents. Donc les tableaux de bord que j'ai au début, ce sont des tableaux de bord qu'on a fait en administration centrale et qu'on a déployés à l'ensemble des agents. Ensuite, on peut avoir, on a systématiquement un tableau de bord pour le service. Alors, MAC, si vous n'arrivez pas à lire entre parenthèses, c'est mission d'accompagnement au changement. Je n'ai pas choisi le nom de mon service. Hein. Voilà, bon, donc j'ai l'acronyme qui s'affiche là. Du coup, on a la capacité, à travers ces tableaux de bord qu'on met à l'ensemble des agents et ensuite les tableaux de bord qu'on met à l'ensemble des services, sans être limité en nombre, de mettre à disposition des services qui se complètent et qui s'accumulent entre eux et qui font qu'à la fin, l'agent, il a tout ce dont il a besoin à travers la GED et la GEC. Donc, sur le tableau de bord par défaut, par exemple, on a des widgets qui appellent des requêtes, le nombre de documents pour lequel l'agent peut avoir une tâche à accomplir, le nombre de documents qu'il a mis en favori. C'est une simple requête qu'on appelle sous forme d'un compteur. On peut les appeler aussi sous forme de liste. On a donc des listes, là c'est la liste des tâches à réaliser que l'agent est en droit de valider, et on a des widgets de création de documents qui sont là généralistes, parce qu'on ne préjuge pas sur le tableau de bord par défaut de tous les agents de qu'est-ce qu'ils veulent créer. Donc à ce stade-là, en utilisant ça, ils sont derrière en capacité de créer n'importe quel type de document. Dans un tableau de bord plus spécifique, donc celui-là va être déployé d'ici peu, il est prêt depuis Nouvel An quasiment, on va leur mettre à disposition de quoi créer des demandes d'achat. Ces widgets, contrairement aux autres, vont directement choisir le type de document, donc la grille de saisie, le processus qui va se lancer et les modèles de documents qui sont mis à disposition. Donc là, on n'est plus dans du généraliste, on est dans du fin, du spécialisé. Les agents créent à partir de documents seuls et vont pouvoir derrière choisir le modèle de document qui va s'auto-remplir grâce à des balises dans le modèle Word. Et dans les tableaux de bord de service, on va faire en fonction de ce que nous demandent les collectifs de travail. Là, c'est mon service, donc ce sont des choses que moi et mon adjoint, on a besoin de surveiller ou de voir de façon régulière, avec des requêtes qui nous sont spécifiques. Par exemple, on gère chez nous des confidentialités et on nous a demandé de veiller à ce qu'aucun document de type confidentialité RH soit clôturé. Parce qu'on a un paramétrage spécifique qui fait que quand c'est clôturé, ça devient accessible à l'ensemble des agents chez nous. Ce n'est pas le cas pour tous les clients, c'est un choix qu'on a fait. On gère une espèce de grande bibliothèque commune pour mettre un document dedans et le rendre accessible à tous, on clôture. Donc quand un document est confidentiel RH, normalement il est protégé, mais la secrétaire générale nous a demandé de nous assurer qu'il n'y en ait aucun de toute façon qui soit clôturé. Donc on a mis un indicateur. Vous pouvez mettre aussi par exemple des liens vers des applications extérieures. CIDEP, c'était ce qui nous permettait de gérer les déclarations pour le Covid.
GLPI, c'est notre ticketing interne. Voilà. Donc là, et quand on crée, nous, on ne crée que des documents internes pour différents besoins. Donc on ne s'est pas remis l'ensemble des boutons de création. Je vais vous montrer dans un document. J'ai déjà une demande d'achat de prête. Ce document, quand je l'ai créé, il était déjà typé demande d'achat, donc avec la grille de saisie qui correspond. Le processus qui s'est mis en place était un processus prénormé. Pour chacune des tâches, on a déjà mis les instructions à chaque acteur pour chaque étape. Donc ça, à partir du moment où on le crée avec le widget correspondant, tout le processus est déjà normé et chaque intervenant, chaque service qui doit intervenir à son tour, c'est ce qui est attendu de lui à cette étape-là. Ces processus prénormés, aujourd'hui, on en a créé plusieurs dizaines et on a identifié qu'on allait encore en faire beaucoup plus parce qu'on peut répondre à des besoins, on va dire, à partir du moment où un agent répète le même processus une dizaine de fois par mois, ça suffit pour nous pour justifier qu'on lui mette à disposition un processus prénormé. Donc imaginez dans une agence qui a 800 agents et qui gère beaucoup de process très différents, rien que sur les signatures, avec les circuits de signature pour chaque entité de l'organigramme, chaque service de l'organigramme, et Dieu sait que l'organigramme de l'ARS peut paraître complexe, l'agent peut choisir le circuit de signature qu'il va appliquer avec ses valideurs, son signataire, le retour à son service. Tout ça, on le lui met à disposition, il n'a plus qu'à appeler le processus. Au niveau de la pièce jointe, ce qu'on a géré, c'est ça. C'est que pour chaque typologie, on est en capacité de mettre à disposition des modèles. Et dans ces modèles, on peut disposer des balises qui pré-rempliront certains emplacements en fonction d'informations générales ou en fonction des champs personnalisés qu'on retrouve ici. Donc quand on appelle le modèle, ça donne ce qu'on a vu précédemment. Là, on a mis en surbrillance les 4 cases qui s'auto-remplissaient à la création du modèle. Donc ça va chercher la date du jour, le numéro chrono, qui est le numéro unique qu'on retrouve ici, l'identité du demandeur, là c'était un compte test, et le service dans lequel est affecté ce demandeur. Tout ça, c'est des choses qui ont été spécifiées avec les services des affaires générales qui gèrent ces demandes d'achat et qui veulent continuer à avoir les renseignements portés sur un document. Ce document, quel que soit le modèle, il est en capacité à un moment ou à un autre dans le processus, là c'est pas le cas pour les demandes d'achat, mais ça pourrait l'être, de remplacer une validation par une signature. Auquel cas la signature se gérerait dans ElisFlow, qui est le parapheur électronique. Et donc tous les agents qui ont une licence ElisFlow et à qui donc on peut affecter des stages de signature voient dans ElisFlow directement tous les documents qui leur sont soumis. C'est leur parapheur, l'équivalent de leur parapheur papier, mais sous format électronique. J'ai montré. Tu reprends la main ? Un peu de logistique. Donc, comme vous avez pu le voir à travers les exemples présentés par Christophe, l'idée c'est vraiment d'avoir une utilisation la plus fine possible pour vos utilisateurs. Concrètement, chaque direction va pouvoir donc faire des paramétrages qui derrière correspondront d'une certaine manière à leurs besoins. Donc aujourd'hui, on a encore des perspectives de développement évidemment d'Elise. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de processus qui existent. Effectivement, plus d'une centaine de processus qui existent et on travaille encore sur des processus à mettre en place. Et donc là, le processus tel que vous l'avez vu a l'air d'être assez, pas forcément complexe, mais assez détaillé. Maxence, est-ce que tu peux expliquer notamment comment sont créés ces processus, mais d'un point de vue technique? Donc il y a une formation administrateur qui a eu lieu, Bertrand et Christophe ont été formés, donc aujourd'hui ils maîtrisent bien la création de ces processus.
Mais si besoin de conseils, donc ils viennent vers moi, ils me posent des questions et on met ces processus en place. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin, à partir d'un moment où un administrateur a été formé, il est en capacité derrière de pouvoir avoir totalement la main sur l'outil. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en considération. Vous n'avez pas forcément toujours besoin de l'appui de Knowledge pour développer les usages au sein de votre structure. Vous êtes formé et une fois formé, vous pouvez tout simplement développer vos usages. Évidemment, sur certains processus, vous allez potentiellement avoir besoin d'un soutien. Et à ce moment-là, on se tient à votre disposition forcément pour vous accompagner. Pour 2024, donc, on a plusieurs projets en cours, notamment le tableau de bord sur les demandes d'achat qui aujourd'hui n'est pas déployé, donc il va potentiellement passer en production potentiellement. Et l'idée, donc là Christophe vous détaillera un peu plus que moi, c'est d'accélérer sur le développement de processus métiers des différents agents de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. L'appropriation, elle passe grandement par le service fin qu'on peut rendre à un collectif de travail. Donc quand j'appelle collectif de travail, c'est n'importe quelle partie de l'organigramme, jusqu'aux plus petites équipes, avec la combinaison des tableaux de bord, des processus, des modèles. On peut leur fournir ce qui ne leur convient, enfin ce qui n'ont besoin que eux, et ne pas les polluer avec tout ce qu'on produit pour les autres. Donc ça, de ce côté-là, on gagne de l'adhésion grâce à ça. Et on arrive à faire des tableaux de bord de plus en plus fins, les agents montant en expérience, voyant de mieux en mieux quelles sont les requêtes dont ils ont besoin au quotidien et sous quelle forme ils veulent les voir. Si c'est plutôt un compteur, une liste, une vue dynamique. Parce qu'on n'en a pas parlé dans ma présentation, mais il y a aussi un widget qui s'appelle Vue dynamique qui permet de donner des classements en utilisant des critères de classement. Ces critères de classement, c'est tous nos champs personnalisés plus tout le socle d'Élise. Donc le nombre de vues classantes, il est infini, il est exponentiel par rapport à tous les champs qu'on a à disposition. Donc ces vues dynamiques, c'est quelque chose qui rassure beaucoup les agents quand ils ont été habitués pendant des années à utiliser des arborescences réseau par exemple. Ils arrivent à reclasser leurs documents en fonction d'une logique. Après, pour ce qui est de l'usage du parapheur électronique, on a déployé là la totalité des processus de signature, quelle que soit la position de l'agent. Il est en capacité, en fonction de sa position, de choisir à qui il positionne la signature, et tout le circuit du document s'implémente automatiquement. Donc que ce soit un chef de pôle qui est en droit de signer, un directeur métier ou le directeur général. Donc ça, c'est une volonté forte de notre directeur général pour 2024. Il veut éliminer les parapheurs papier. Et on y gagnerait tous énormément parce que c'est encore très compliqué. En travaillant sur 13 sites géographiques, c'est très compliqué de gérer des circuits de signature, que ce soit via les mails ou des fois encore via le courrier papier quand il y a des signatures d'autres partenaires. On n'en a pas parlé, mais on est en capacité maintenant aussi de faire signer nos partenaires extérieurs avec un plugin YouSign. C'est-à-dire sur un document Élise, je peux lancer un processus de signature et mettre autant de partenaires extérieurs que j'ai besoin. Des collègues de la RS Occitanie ont fait signer un même document, je crois, à 49 partenaires. Donc c'est puissant. On a le suivi en temps réel de la signature des uns et des autres, donc on sait qui on doit relancer si au bout de 2 semaines c'est pas terminé. Donc l'implémentation de YouSign, en plus du parapheur natif, c'est aussi une vraie plus-value pour nos circuits de signature. L'intégration des modèles, je vous ai montré les modèles sur les demandes d'achat. Honnêtement, aujourd'hui, on en a une quinzaine. Il a fallu qu'on se remette bien dans le bain, moi et mon collègue, et la perspective, c'est d'avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de modèles, parce que il y a tellement de domaines de travail différents au sein de l'ARS que des courriers répétitifs, des documents répétitifs, ils vont nous les soumettre au fur et à mesure. Donc c'est beaucoup de temps de travail, ça, de notre côté, pour prendre en compte les modèles, s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Parce que des fois, ils nous fournissent des fichiers Excel avec des macros dedans, c'est impossible à gérer sous forme de modèle de gène. Donc on retravaille avec eux pour les faire sous une forme qui convienne mieux. Et après, pour les nouveaux processus métiers, c'est au fur et à mesure qu'on travaille avec les collectifs et que eux s'approprient l'outil. Des fois, au début, ils n'ont pas beaucoup d'idées, et plus ils montent en charge dans l'utilisation d'Élise, plus ils reviennent vers nous pour nous demander
des processus supplémentaires. Donc aujourd'hui, on administre énormément de processus. Et pour l'instant, de notre côté, ça existe dans Elise, il y a de l'intelligence qui peut y être mise dans le choix des acteurs. Nous, on en est encore à mettre des acteurs sortis de l'organigramme. Donc on va aussi basculer un peu et remonter un peu en compétences pour, à certains endroits, que le choix du valideur N+1 il soit automatique et ne dépende pas de ce que nous, on a mis dans le processus. Donc Elise sait le faire, c'est nous qui sommes un peu à la traîne de ce côté-là. Mais du coup, la perspective de travail, il y en a encore énormément. Merci Christophe. Alors c'est la petite partie questions-réponses. Donc si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On va vous faire passer le micro, évidemment. Merci. Vous m'entendez là? Je crois que dans les ARS se déploient les outils Microsoft 365. C'est en cours. Pour l'instant, on est encore sur un pack Office 2016. D'accord. Après, la politique ministérielle du déploiement, pour les ARS, je ne la maîtrise pas. À l'échelle de mon projet, on saura s'adapter, on saura faire, mais j'ai pas d'échéancier qui m'a été communiqué par mon directeur délégué. D'accord. Parce que du coup, dans un nouvel environnement numérique, si tel est le cas, voilà, comment vous intégriez, vous maintenez ce fonctionnement-là et vous établissez des connecteurs, vous identifiez par ailleurs les avantages des outils Microsoft ou vous pensez que c'est un environnement qui doit complètement s'intégrer à ce que vous avez développé? Pour les ARS, on n'a pas encore étudié la question, sincèrement. Parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances, en tout cas pour les chefs de projet des maths, de connaissances d'Office 365 pour se projeter. Et le niveau d'information en service déconcentré n'est pas du tout le même qu'en service qu'au ministère. On voit une très grosse différence. Donc même nous, je l'admets, moi je m'y intéresse à côté pour savoir ce que c'est capable de faire. On aura en plus des stockages qui vont potentiellement remplacer nos stockages réseau. Mais la question, c'est comment on assure les supports locaux pour ça aussi, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de restaurer une version à 4 heures si une partie du réseau a disparu en entier. Dans Office 365, on ne saura pas faire on ne saura pas rendre ce genre de service. Donc, l'évolution vers 365, elle pose beaucoup de questions aujourd'hui et on n'est pas encore conviés. Bonjour. J'aurais voulu savoir si les données qui sont saisies dans les modèles en fait sont bien sécurisées, confidentielles et comment elles sont stockées, transportées. Alors la confidentialité, on l'a gérée de façon spécifique dans Elise en gérant en fait des groupes de personnel habilités. Et donc le champ de confidentialité, il est tout en bas de notre grille de saisie. Pour qu'un agent mette un document confidentiel, il faut qu'il appartienne à ce groupe de confidentialité, ce qui est le premier prérequis. Et le fonctionnement derrière, c'est qu'il y a un automate qui passe en permanence sur tous nos documents. Et si un agent mettait dans un processus quelqu'un qui n'est pas habilité ou un service, parce que par exemple sur le confidentiel médical, on ne met pas d'entité, on met que des nominatifs, c'est nettoyé dans les 2 secondes qui suivent. Donc on a 6 confidentialités spécifiques. 3 qui relèvent des données de santé à caractère personnel, le ConfMed standard, mais on nous a demandé de sortir de ça tout ce qui relève du SIREC, le SI réclamation, et tout ce qui relève d'OPSI, les hospitalisations sous contrainte. Donc on a 3 qui relèvent de la législation ConfMed, 2 c'est la gestion individuelle des agents, donc tous nos agents à nous, tout document de gestion individuelle est protégé. Et après, les ARS, elles gèrent aussi les directeurs d'hôpitaux et les D3S, les directeurs de santé et de sécurité sociale. Donc ça, c'est protégé par 2 confidentialités. Et la dernière qui a été demandée, c'est plus politico-médiatique. C'est-à-dire que la direction générale et le CAB nous ont demandé de pouvoir protéger des documents dont ils estiment qu'ils veulent qu'ils soient à part dans la base. Ce sont des groupes d'utilisateurs, mais est-ce que les données sont cryptées, par exemple?
Ah bah, là, le principe, c'est que de toute façon, un agent qui n'est pas dans le groupe, est déjà, à la base, le premier droit, c'est d'être dans le processus. Donc même sans les groupes, si on ne met dans le processus que les membres du CAB et le DG, on a l'assurance qu'aucun autre agent ne peut trouver le document. Il ne le verra jamais. Ça, c'est le premier droit qui s'applique. Le deuxième droit, c'est les droits hiérarchiques. Et le troisième, c'est ce que je vous disais, quand on clôture chez nous, la clôture met à disposition de tous les agents. Et c'est pour ça, c'est à cause de la clôture potentielle qu'on a mis les confidentialités en place pour mettre une barrière. Mais à la base, si on ne clôture pas, et même si on ne mettait pas en confidentiel, seuls les agents dans le processus savent que le document existe et sont en capacité de le retrouver. Très souvent, les demandes de support qu'on a, c'est quelqu'un à qui on a dit bah tiens, il y a tel document, il faut que tu ailles dessus, et la personne, elle le recherche, elle ne le trouve pas. Quand je vais vérifier le processus, c'est mon premier réflexe, je m'aperçois que ni son service, ni elle, ni un de ses collègues n'est présent dans le processus, donc elle n'a pas de droit ouvert pour le trouver. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai deux questions. La première c'est surtout sur l'aspect tarifaire. J'imagine que ça dépend des projets. Évidemment, c'est pas les mêmes prix, c'est un petit peu un gros projet. Savoir un petit peu comment vous fonctionnez, si c'est sous forme de licence, etc. etc. La deuxième question, aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur la GED, la GED. Si vous deviez en quelques mots résumer pourquoi Élise, qu'est-ce que vous diriez? Je vais répondre à La première question, sur ça, je vous invite à passer à notre stand, au stand P78. Et oui, je pourrais vous donner des détails, mais en fait, ça va dépendre de votre projet, effectivement, de la nature de votre projet, du nombre d'utilisateurs. Voilà, il y a plusieurs critères qui vont nous permettre de déterminer le prix et du mode d'hébergement également. Si vous êtes sur du Azure ou sur du Secnum Cloud, c'est pas exactement les mêmes tarifs également. Et ensuite, la deuxième question, c'était sur pourquoi choisir Élise, c'est ça? L'interface de la V6 en 2018 nous avait déjà convaincus. Les écrans que vous voyez là, nous on les a découverts peu de temps après qu'ils aient été mis en place. J'ai connu aussi des écrans de la V5, on avait encore des interfaces d'administration de la V5. L'interface de la V6 a été un vrai choix de basculement par rapport aux autres produits équivalents en 2018. Ensuite, il y avait cette notion, ce que je voulais présenter, de modularité, d'avoir la capacité à rendre le service le plus fin possible à des collectifs de travail, sachant que j'étais en ARS depuis leur création, depuis 2010, et que je savais à quel point les métiers étaient très différents. J'aurais pas voulu d'un outil qui soit trop généraliste et qui ne permette pas l'expression des besoins spécifiques des ingénieurs de santé environnement, des chargés de mission, inspection, contrôle, évaluation, enfin, voilà. Oui. On est peut-être allé très loin. Je vous avouerai que les autres ARS n'ont pas fait autant de grilles de saisie, autant de typologies, ni autant de champs personnalisés. Mais ça montre que voilà, en fonction de notre périmètre et du temps qu'on veut y consacrer, on peut adapter finement à des collectifs de travail. Par exemple en mode ad hoc? Non. Là, toute l'administration des champs personnalisés se fait sous une interface d'administration qui nécessite quand même d'être formé. On n'a pas délégué ça parce qu'à deux, on arrive à le gérer. Après, il y a d'autres fonctions d'administration, entre autres sur les processus, qu'on pourrait très bien décider de déléguer. Et avoir des agents référents dans les grandes directions métiers, par exemple, qui sont en mesure de fournir des processus prénormés à leurs équipes. Ça nous déchargerait d'une partie. Et sachant que sur ce point, il y a un élément important, quand vous lancez un processus avec des personnes qui sont plus ou moins inscrites dans ce processus, c'est pas forcément gravé dans le marbre. Vous avez la possibilité, si besoin, de faire intervenir une personne qui n'est pas dans le processus standard, mais pour, on va dire, selon la nature du document et selon la criticité de la pièce, dire là, je vais faire intervenir un autre service et je l'intègre dans mon processus. Et là, c'est une tâche à créer et la personne derrière a accès au document et peut donner évidemment son avis ou être en lecture sur un document. Et dans l'autre sens aussi, hein, quand on injecte un processus prénormé, si à un moment il y a une étape qu'on veut faire sauter parce que cette fois-ci elle n'est pas pertinente, à la volée on supprime la tâche tant qu'elle n'est pas activée.
Pour l'instant, nous, on n'est pas allé dans cette direction-là, mais on a identifié des besoins qui pourraient correspondre. Oui, oui, oui. J'avais une question par rapport à tout ce qui va être cycle de vie aussi. Je suis pas sûre de passer. Oui, c'est bon. Donc la question c'est par rapport au cycle de vie, aux durées de conservation et aussi à la partie un peu plus traçabilité avec notamment la signature électronique. Alors, parce qu'on parlait de GED, on parlait pas de système d'archivage ou de coffre-fort. Est-ce qu'il y a des possibilités, c'est modulable, est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà prévues et surtout par rapport à la durée de conservation, les moyens de gérer ça. Est-ce que c'est un peu le gros souci qu'on a même aujourd'hui, la volumétrie qui ne fait que croître. Pour la RS Nouvelle-Aquitaine, on a en point de mire Vitam pour la partie SAE, avec une échéance qui n'a pas été fixée par notre administration, mais qui a été fixée par nos partenaires qui sont les archives départementales. Les archives départementales ont communiqué qu'elles ne seraient pas prêtes avant 2026. Sachant que nous, on a commencé en 2020 et qu'à partir de l'année prochaine, toutes les DUA de 5 ans, il va falloir qu'on se pose des questions. Donc on est en train de travailler sur le sujet. L'ensemble des ARS qui ont une GED, de toute façon, ont aussi un groupe de travail des archivistes sur le sujet. Donc archivistes et chefs de projet des maths, on travaille main dans la main, évidemment, pour se tenir au courant des avancées des uns et des autres, parce que notre outil, il aura vocation de toute façon à passer dans leur outil. Enfin, nos données, elles ont vocation à passer dans leurs données. Donc on va le gérer dans le calendrier qui est le nôtre. On avait provisionné dès 2020 de l'argent pour le SAE. Il s'avère qu'il n'y avait pas d'urgence et qu'on aurait été plus vite que la musique nationale. Donc... Oui. Alors, on répond aux mêmes exigences que n'importe quelle administration là-dessus, en particulier pour les marchés publics. Pour les marchés publics, on est obligé de faire signer les documents avec des certificats RGS 2 étoiles minimum. Donc là, il y a les durées de conservation et la validité de la signature électronique qui rentrent en jeu comme n'importe quel acheteur public. Aujourd'hui, oui. On a 4 ans. On a 4 ans de GED. Et sachant qu'on travaille actuellement sur un connecteur avec Vitam, et il est possible, dans le cas de nos partenaires notamment, que notre solution soit derrière adossée avec un SAE. Et donc derrière, tous vos critères de classement, de purge d'une certaine manière seront appliqués dans notre GED. Et si demain vous nous dites, bon bah moi au bout d'1 an, 2 ans, ce type de document, comme a pu le montrer Christophe, il faut qu'il soit déversé dans le SAE au regard de la DUA, bah nous on l'applique directement. Donc c'est paramétrable en fait, et nous en fait on colle aux outils d'une certaine manière de notre client. Si notre client a un SAE et qu'il a déjà des règles de gestion, on les appliquera depuis Elise sans aucun problème. Voilà. Oui. On va devoir s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre au stand B78, on y répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup.